Bonsoir à tous, vous êtes sur Télé 7, l'émission c'est bien sûr Débat de la semaine, mais une émission assez spéciale parce que le présentateur attitré de cette émission est invité ce soir. Et nous allons parler du sommet de Kampala, un sommet qui s'est achevé sans réelle avancée, sans réel progrès sur cette fameuse force neutre qui devra mettre fin, n'est-ce pas, à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, combattre les forces négatives qui écument cette partie du pays. Il y a eu bien sûr un communiqué final adressé après ce rapport, mais un communiqué final au terme vague, au terme assez confus et flou. Nous allons en parler dans cette émission. Déjà, trois grandes questions se profilent lorsqu'on parle du sommaire de l'émission. Nous avons cette première question. Quelle a été vraisemblablement les raisons de l'échec de ce sommet? Deuxième question, quelle a été la position de la République démocratique du Congo et quel rôle a joué Kampala? Quelle a été l'attitude de Kampala, de l'Ouganda? Les réponses dans cette émission. Nous recevons donc l'envoyé spécial de Télé 7 à Kampala, c'est Patrick Chamala, qui a été sur place, qui a suivi tous les débats. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Adam. Voilà, après le journal télévisé, donc nous vous recevons dans le cadre de l'émission que vous avez l'habitude d'animer, mais aujourd'hui vous êtes invité et vous allez parler du sommet de Kampala parce que beaucoup comme vous n'ont pas eu la chance d'être à Kampala, d'être sur place pour vivre l'événement en live, en direct, pour écouter tout ce qui se disait, pour voir tout ce qui se tramait, mais vous aviez été là. Et déjà, cette première question cruciale, quelle a été, selon vous, vous qui êtes journaliste avec l'œil et l'oreille d'un témoin, l'échec les véritables raisons de l'échec de ce sommet? Merci Adam. Alors, c'est une émotion pour moi d'être reçu dans une émission que j'ai l'habitude d'animer. Mais voilà, nous allons essayer donc de faire ce travail de restitution du sommet de Kampala auquel nous avons participer comme journaliste, bien entendu. Alors, les raisons de l'échec, puisque oui, c'est vrai que tout le monde parle de l'échec, parce qu'on attendait de Kampala, finalement, la définition claire de la force internationale neutre. On attendait de là avoir une idée sur la nature de cette force qui devrait être déployée sur la frontière entre la RDC et le Rwanda, et pour traquer les forces négatives, notamment le M23, les FDLR et autres. Mais au-delà, on attendait également une décision ferme de la part des États membres de la CIRGL pour que les violences cessent dans la partie est de la RDC. C'est comme ça d'ailleurs que les experts qui sont les premiers à ouvrir le bal avec leur réunion des coordinateurs nationaux de la CIRGL, dont les experts sur ces questions de sécurité, se sont réunis et dans leurs recommandations, là nous sommes le 5, dans leurs recommandations, ils ont noté, j'ai avec moi le rapport des experts, ils ont dit en premier lieu qu'il était impérieux pour le sommet de prendre une décision ferme d'arrêter les hostilités et la violence en cours dans l'est de la RDC afin de créer un environnement favorable qui permet à l'équipe de mener son travail, puisqu'il y a l'équipe des envoyés spéciaux de la CIRGL qui doivent être là, et ainsi de suite. Donc il fallait prendre une décision ferme. Mais au bout du sommet, finalement, on constate qu'il n'y a pas eu, malheureusement, une décision ferme pour arrêter les hostilités. Parce que, sur ce point-là notamment, on va constater que la déclaration finale du sommet retient qu'il faut mener des actions vigoureuses de façon à faire cesser définitivement les combats dans l'est de la RDC, sans exclure la possibilité de prise de sanctions à l'endroit de ceux qui obstruent le processus de paix. Deux choses à remarquer sur ce point, c'est que ça paraît un peu superficiel et ça reste un peu dans le dit. Bon, il faut mener des actions vigoureuses, c'est tout ce qu'on dit toujours. Il ne s'agit pas clairement d'une décision ferme prise pour arrêter les hostilités sur le terrain. Ça, c'est la première observation. Oui, je vais vous laisser continuer, mais déjà là, au niveau de la réunion qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense, on voit déjà que les termes, comme tu l'as si bien dit, sont restés un peu vagues parce que
la question de fond, c'était quoi? C'était la mise en place d'une force. Et on devait se diriger déjà, la première rencontre des ministres devait déjà se diriger vers cette mise en place de cette force, les contours, les conditions, les éléments en présence, les moyens qu'il faudrait affecter à cette force. Mais déjà là, au départ, est-ce qu'on ne pouvait pas dire que déjà ce niveau, au niveau des ministres, c'était déjà, on a déjà tapé à côté avant même que les chefs d'État puissent se réunir, parce que ces derniers, donc les chefs d'État, ne devaient qu'avaliser le travail qui avait déjà été fait au préalable par les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense. Alors, vous n'avez pas tort dans ce que vous dites. Bon, il a noté que là, nous étions au niveau des experts. C'est vrai que c'est un rapport qui a été soumis par la suite aux ministres et certains points ont été acceptés par les ministres, notamment les autres. Alors, dans ce que vous dites, ce que je retiens, c'est qu'il est vrai que, je ne dirais peut-être pas taper à côté, mais il y a eu plusieurs points qui finalement ont avalé la question cruciale, le clou du sommet qui était la définition de la force neutre. Mais finalement, au niveau déjà des experts et des ministres, ils ont dû plancher sur plusieurs points, notamment la discussion sur les causes profondes de l'insécurité, la discussion sur la création d'un mécanisme de vérification conjointe élargie pour voir la possibilité d'inclure d'autres États membres, ainsi que le rôle du Centre conjoint de fusion des services de renseignement. Ils ont discuté autour des modalités de création d'un groupe ad hoc d'experts de la CIRGEL sur l'Est de la RDC, le redéploiement de l'équipe de la CIRGEL, des envoyés spéciaux sur l'Est de la RDC. Il y a eu la question de la mobilisation des ressources, il y a eu la question, la question humanitaire, l'appui aux victimes. Finalement, donc, pour certains, notamment pour l'Ouganda, il était plus, si vous voulez, crucial de parler de la question de l'appui aux victimes, des choses comme ça. Et la question de la force neutre, ça revenait au second plan, notamment. C'est ce que nous avons observé. Alors que pour le Congo, pour l'opinion congolaise, ce qui était attendu, c'est que l'on puisse définir clairement la force internationale neutre. La décision, rappelez-vous, quand elle a été prise à Addis Abeba, ça soulevait un tollé ici au pays. Beaucoup ont dit ici dans l'opinion, mais comment on peut encore accepter une autre force, tout et tout, dans nos frontières? Certains ont dit d'ailleurs que c'était là à faire le lit de la balkanisation, tout simplement. D'autres encore, on a déjà la MONUSCO avec plus de 17 000 casques bleus. Pourquoi encore une autre force internationale neutre? Le gouvernement a failli, ainsi de suite. Et je crois que cette pression de l'opinion a pesé, a beaucoup joué. Finalement, le gouvernement ou les autorités congolaises ont compris qu'elles ne devaient pas accepter n'importe quoi. Déjà, la question de la force neutre n'a pas été bien digérée par beaucoup ici au niveau de l'opinion nationale. Et donc, il fallait la définir clairement, et une définition qui ne va pas dans le sens d'hypothéquer, n'est-ce pas, les intérêts du pays. Puisque nous sommes à ce niveau, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a failli? Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette question cruciale, comme vous le dites si bien, de la force neutre ne soit pas définie avec beaucoup de quintessence, avec beaucoup de force, avec beaucoup de précision? Est-ce qu'ils ont manqué de courage? Est-ce qu'ils ont, quand je dis ils ont, c'est-à-dire certains acteurs, on a bien vu l'attitude de l'Ouganda, nous allons en parler au cours de l'émission, on a vu l'attitude de l'Ouganda qui a voulu échapper à cette question fondamentale. Est-ce qu'on va dire que ça a été fait à dessein? Est-ce que ça a été fait de manière exprès, comme ça, de vouloir contourner cette question fondamentale qui était la mise en place de cette force? C'est là même la raison d'être de ce sommet de Kampala. Est-ce qu'ils ont manqué de courage? Ils l'ont fait expressement? Est-ce que c'était fait à dessein? Alors, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions autour de est-ce qu'il y a des choses qui sont faites exprès ici, ainsi de suite. Par exemple, les experts se réunissent, ils doivent présenter leur rapport pour la réunion des ministres, le comité interministériel régional. Donc les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense des différents pays. Alors on constate notamment du côté congolais, le ministre de la Défense se présente seul. Le ministre des Affaires étrangères n'est pas là. On cherche à s'informer, le ministre des Affaires étrangères serait appelé ou retenu par le président ougandais Museveni. Alors que du côté rwandais, nous avons le ministre de la Défense, James Kabarebe, qui est là, le ministre des Affaires étrangères, la ministre Louise Mushikiwabo, mais en face, seul le ministre de la Défense congolais
et la délégation d'experts et des cabinets, des différents cabinets. Et donc, là, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il y a une volonté ici de soustraire à ce débat le ministre congolais des Affaires étrangères ou comment? Donc déjà, le sommet commence avec beaucoup de questions. Rien qu'au niveau des ministres déjà, on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont faites exprès ici? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que l'on est en train de nous cacher? Est-ce que l'Ouganda n'a pas un certain agenda en poche qu'il est en train de faire valoir surtout ici? que le ministre de la Défense a été nommé il y a à peine 3 mois. Oui. Donc, il ne maîtrise pas réellement les questions fondamentales de l'Est. Et là, nous sommes, c'est vrai, c'est le secteur de la défense, mais ce sont des questions diplomatiques. Hein, c'est clair que la présence du ministre des Affaires étrangères allait quand même peser. Alors, ceci dit, je ne suis pas en train de remettre en cause le travail fait par les autres, mais je pense tout simplement que la présence du ministre des Affaires étrangères à cette réunion du comité interministériel aurait été un atout important également pour la RDC. Malheureusement, il semble qu'il a été retenu, selon même ses propres services que nous avons contactés, par le président Museveni, quelque part où nous ne savions pas clairement. Alors, votre question c'est, n'a-t-on pas eu le courage d'évoquer la question? Oui, c'est vrai que tout le monde a chopé un peu, la discussion a chopé un peu sur cette question de la définition de la force internationale neutre. On a évoqué ça au niveau des experts. Mais les experts, vous allez constater, dans leur rapport, ont laissé les deux options ouvertes. Parce qu'il y en avait deux. L'option proposée par le Rwanda, qui voulait finalement que la force neutre soit une force régionale constituée des éléments des pays membres de la région, donc de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les 11 pays. Le Congo dit non. Nous proposons que l'on puisse mettre à contribution la MONUSCO. La MONUSCO. En élargissant son mandat jusqu'à la traque de forces négatives, notamment M23, FDLR et ainsi de suite. Ce qui paraissait logique parce que la MONUSCO est au Congo depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, qui connaît très bien le terrain, il y a plus de 17 000 casques bleus, ainsi de suite. Et donc, si on a besoin d'une force, on peut intégrer quelques éléments de la région au sein de ce mécanisme-là de la MONUSCO et faire le travail. Mais le Rwanda ne veut pas parce que le Rwanda n'a pas confiance en la MONUSCO. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une force internationale, la MONUSCO. Absolument. Oui. Et une force qui devrait être neutre, n'est-ce pas? Et que nous considérons comme neutre. Mais pour le Rwanda, non, la MONUSCO a un parti pris. Le Rwanda considère que la MONUSCO est favorable aux autorités congolaises depuis la publication du fameux rapport sur l'implication du Rwanda, n'est-ce pas, dans le soutien du M23. C'est ça le problème, au fait. Le Rwanda ne veut plus sentir les casques bleus des Nations Unies, la MONUSCO, tout simplement parce que leur péché, c'est d'avoir dénoncé l'implication du Rwanda en hommes et en armes aux mutins du M23. Et donc, c'est un Rwanda méfiant qui ne veut même pas entendre parler de la MONUSCO. Et c'est là que les choses se bloquent finalement. Il y a blocage, on n'avance pas. Les experts discutent, ils débattent, mais on constate qu'il n'y a pas évolution. Et on dit aussi que le Rwanda avait souhaité être partie prenante à cette force neutre, donc avoir des éléments, l'armée, en fait, les militaires, dans cette force neutre, et que la partie congolaise n'a pas admis cela. C'est cela, c'est ce qui est curieux. C'est que l'agresseur refuse son statut d'agresseur, il rejette tout en bloc, mais il se considère, lui, plutôt comme une partie de la solution. Oui, il se met, lui, dans la position de celui qui peut apporter la solution. Tout en étant agresseur. Tout en étant agresseur. C'est là qu'il y a problème. Et malheureusement, c'est là que je rejoins quand vous dites qu'est-ce que les gens ont eu peur de dire certaines choses. Je constate que le sommet de la CIRGL a eu peur de citer nommément le Rwanda comme agresseur. Vous voyez, nulle part ça a été cité. On n'a pas désigné le Rwanda comme agresseur, alors qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on sait très bien que le Rwanda est en train d'appuyer la rébellion dans la partie est de la RDC, d'où les sanctions des États-Unis, qui ont toujours été leur allié traditionnel, d'où les sanctions des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, et ainsi de suite. Mais au niveau de la région, on a peur, ou quoi, je ne sais pas,
de citer nommément le Rwanda. Parce que regarde, parmi les recommandations qui sont reprises dans plutôt les décisions qui sont contenues dans la déclaration finale, on dit sans exclure la possibilité de prise de sanctions à l'endroit de ceux qui obstruent le processus de paix. Mais rien n'est clair là-bas. Qui sont ceux-là qui obstruent le processus de paix? Ils sont connus, ces gens-là, aujourd'hui. Il faut clairement les désigner. Je crois que ça a été entouré de beaucoup de sous-entendus, des choses comme ça. On se respecte, on ne veut pas offusquer l'autre, on ne veut pas citer l'autre pour le déranger. On va continuer. Jusqu'à quand on va continuer à se respecter lorsque vous avez les populations qui meurent, lorsque vous avez le rapport des experts de l'ONU qui affirme noir sur blanc que le Rwanda apporte une aide substantielle aux rebelles du M23. Comment ne pas croire à ce que tous les diplomates disent tout haut, sur tous les toits, que le Rwanda apporte une aide? Il y a des preuves. Je pense que continuer à cacher les choses ou à ne pas dire les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas bien. Alors, mais la question que j'aimerais poser maintenant, Patrick, c'est de savoir cette position maintenant de la République démocratique du Congo, un peu face à cette sorte de mascarade, parce qu'on a vu l'Ouganda très proche, vous allez peut-être le dire, très proche du Rwanda, qui soutient la position rwandaise. Mais la RDC, finalement, on croyait que la RDC allait partir dans ce sommet genoux à terre, mais ça n'a pas été le cas, même si l'Est du pays fait face à une guerre, M23, vous avez les FDLR, mais fort de la position de la communauté internationale, la RDC aussi a bombé le torse et il n'a pas cautionner n'importe quoi. Exactement. La RDC n'a pas cautionné n'importe quoi. Je fais un petit pas en arrière avant de revenir là. C'est que vous dites jusqu'à quand on va taire le nom de l'agresseur. Il est vrai que pour le Congo, c'est clair que c'est le Rwanda. Le Congo n'a pas peur de le dire. Mais les autres n'osent pas le dire, malheureusement. C'est là que beaucoup dénoncent un peu la présidence ougandaise de la CIRGL. C'est un peu comme, bon... une présidence qui ne se met pas véritablement au milieu, qui a un peu du penchant. C'est ça le problème. Et là-dessus, on ne voit pas comment les choses peuvent avancer quand on ne sait pas dire que c'est blanc là où c'est blanc, c'est noir là où c'est noir. C'est ça le problème. Alors maintenant, le Congo, il est vrai que le Congo a fait valoir son option jusqu'au bout. Depuis la réunion des experts, on l'a vu, qui n'ont pas cédé, puisque finalement, on a laissé les deux options ouvertes, qu'on a soumises aux ministres. Les ministres, quand ils sont arrivés à leur tour, ils se posaient un problème, toujours autour de cette définition de la force neutre. Les autres questions ne posaient pas problème. L'appui aux victimes, tout le monde est d'accord qu'on appuie. Les autres questions, les envoyés spéciaux ou quoi, il n'y a pas de problème. Le point, le véritable où achever les discussions, c'est la force neutre internationale. Alors, au niveau des ministres, il n'y a pas non plus eu accord, consensus entre le Rwanda et la RDC. Si bien que, très tard dans la nuit, au moment où il fallait signer le rapport de la réunion des ministres, le Congo et le Rwanda n'ont pas signé. D'abord, il s'est posé un problème, c'est que le rapport a été présenté en des versions différentes. La version anglaise ne correspondait pas à la version française. D'où donc des incompréhensions et ainsi de suite. Et puis finalement, les ministres ont décidé de revenir le lendemain avec 3 options ouvertes. Donc de 2 options ouvertes, nous sommes arrivés à 3 options ouvertes. Donc l'option du Rwanda d'avoir une force régionale, l'option du Congo de mettre à contribution la MONUSCO et une 3e option qui disait qu'il y avait possibilité de mettre sur pied une force intérimaire de la MONUSCO en attendant la mise sur pied. Ça veut dire, on prend... Sur le plan concret, oui, sur le plan concret. Oui, c'est-à-dire... Comment mettre en place cette force intérimaire oui, c'est-à-dire qu'on prend un contingent, on prend une partie de casque bleu de la MONUSCO, on en fait une force spéciale pour jouer ce rôle-là au niveau de la frontière et pour notamment traquer les forces négatives en attendant de mettre sur pied cette force internationale neutre qui, au niveau conceptuel, déjà pose beaucoup de problèmes avant d'arriver au niveau opérationnel. Voyez-vous? Donc, ils ont proposé cette 3e option-là, à défaut où on ne s'entend pas sur les 2 options proposées par le Rwanda et par la RDC, ce qui était d'ailleurs
tout à fait clair, et ce que l'on redoutait d'ailleurs. Finalement, qu'est-ce qui arrive au niveau du sommet des chefs d'État? On voit très bien qu'aucune de ces trois options n'a été retenue. Aucune. Et même que selon certaines indiscrétions, puisque nous, journalistes, pendant que les chefs d'État débattaient de la question, nous étions mis à l'extérieur, c'était un huis clos, mais il y avait des spécialistes dans la salle. Et voilà que nous avons approché des spécialistes qui regrettent la direction des débats par le président ougandais Museveni. Alors qu'il faut d'abord plancher sur le rapport des ministres qui proposent notamment les trois options, discuter autour de ça et lever une option définitive, consensuelle. Le président ougandais avait une autre préoccupation ou d'autres préoccupations. D'abord, il commence par parler de son action, comment il fait pour taire les armes de la partie est du pays. Il aurait reçu les M23, il leur a demandé de se calmer, et ainsi de suite. Et puis finalement, il insiste beaucoup plus sur la question du fonds apporté aux victimes. Il est d'ailleurs le premier à proposer $1 million pour ce fonds-là. On voit bien que la préoccupation ougandaise était plutôt ailleurs. Était plutôt ailleurs. Mais elle ne pouvait qu'être ailleurs, Patrick, parce que lorsqu'on cite déjà l'Ouganda comme étant un des pays qui soutient les rebelles du M23, cette préoccupation ne pouvait être qu'ailleurs. Et parce que là, lorsque l'Ouganda parle du fonds, parle de ses efforts pour pouvoir faire taire les armes dans l'est du pays, l'Ouganda dit que bon, ils ont eu à recevoir quelques responsables du M23. On voit là qu'il y a cette volonté manifeste de faire perdre le temps pour rien. Absolument, faire perdre le temps, une opération de charme pour que l'on dise, voilà, l'Ouganda est en train de marquer des points. Mais dans le problème de fond, on ne voit rien. On voit rien. On relègue au second plan la question cruciale de la définition de la force neutre. Mais à la place, la décision qui est prise, c'est laquelle? C'est de mettre sur pied un sous-comité des ministres de la Défense des États membres, que sont l'Angola, le Burundi, la République du Congo, Brazzaville, l'Ouganda, la Tanzanie, la RDC et le Rwanda, encore une fois de plus. Donc, vous voyez bien que le Rwanda est beaucoup plus considéré ici comme une partie de la solution plutôt qu'un problème. Plutôt qu'un problème. Mais dans le cadre de la CIRGL, c'est aussi très compliqué de pouvoir exclure le Rwanda parce que le Rwanda fait partie des pays des Grands Lacs, mais est obligé d'être là pour pouvoir parler de ces questions, même si le Rwanda est pointé du doigt comme étant un agresseur. Mais c'était aussi l'occasion de dire au Rwanda certaines vérités en face. On l'a évoqué tout à l'heure, mais on ne peut pas exclure le Rwanda. Il est obligé d'être là parce qu'il fait partie des pays des Grands Lacs. Absolument. Alors, que le Rwanda fasse partie de ce comité, de ce sous-comité des ministres, il est vrai que les avis sont partagés autour de... les jugements sont partagés. Il y en a, effectivement, du côté de la CIRGL notamment, qui pensent qu'on ne peut pas parler de ce problème sans le Rwanda ni le Congo. Donc, il faut absolument inclure les deux pays. Ce sont les mieux placés pour voir comment résoudre le problème qui se pose à leurs frontières communes. Mais en même temps, puisque ce sous-comité, il lui appartient de décider, parce que c'est bien dit ici, dans sa mission, il s'agit de proposer des éléments précis sur l'opérationnalisation de la force internationale neutre. On voit le Rwanda ici avoir une brèche pour chercher à présenter, n'est-ce pas, ces éléments aussi comme prêts à faire partie de cette force internationale neutre. Ce que le Congo ne veut pas, justement, et même le ministre congolais des Affaires étrangères a insisté là-dessus pour dire que le Congo ne doit pas faire partie de cette force, moins encore le Rwanda. Et les autres pensent que même l'Ouganda ne devrait pas faire partie de cette force parce que, tout simplement, ils sont soupçonnés, notamment l'Ouganda et le Rwanda, de participer ou de soutenir la rébellion à l'est de la RDC. Et le Congo, comme il s'agit d'une force internationale, eh ben, c'est clair que le Congo ne devait pas non plus faire partie de cette force. Mais là, on voit bien, et quand on approche les gens de la CIRGL, on voit très bien que c'est plutôt ouvert à tous les pays. À tout pays qui se trouve dans la possibilité d'offrir les effectifs, d'offrir les militaires, les moyens. Voilà. Qui aurait, n'est-ce pas, cette bonne volonté d'offrir
ces éléments pour faire partie de cette force militaire, eh ben, ils sont les bienvenus. Et la question de la nature de la force importe peu pour ces gens-là. Il y a danger parce que si les militaires... Alors que pour le Congo, justement, il y a danger. La danger. nature de la force devrait au préalable être définie avant d'attaquer la question de l'opération. On va se retrouver avec des militaires rwandais sur le sol congolais et ce sera après difficile de les faire partir parce que, bon, on sait que le Rwanda, à travers ses éléments, soutient les rébellions, mais lorsque ces militaires sont là, c'est difficile de les faire partir. Mais la chose que nous avons... Ce qui va se passer après. La chose que nous avons, c'est que... l'opinion nationale ne va pas accepter une nouvelle fois que les militaires rwandais fassent partie d'une force, soit dite internationale ou neutre, qui opérerait sur le sol congolais. Justement, la chance que nous avons, c'est ça justement, c'est que les dirigeants savent que l'opinion suit. Il y a des choses que l'opinion ne peut pas accepter. Et c'est comme ça que le Congo n'est pas prêt non plus à accepter n'importe quoi. Et donc, sur cette question de l'implication notamment des forces rwandaises dans cette équipe-là de la force nationale neutre, c'est hors de question que le Congo puisse accepter ça. Les autorités congolaises ont été claires là-dessus, hors de question. Et donc, peut-être qu'on attend ce qui va se dire à Goma. Est-ce que la réunion doit se tenir à Goma sous la présidence du ministre ougandais de la Défense et il y aura les autres ministres de la Défense des pays que j'ai cités, des états-majors, mais également le ministre ougandais des Affaires étrangères. Lui seul a été autorisé en tant que ministre des Affaires étrangères à faire partie de cette réunion pour ce qui est des aspects diplomatiques en tout cas. Eh bien, on verra bien ce qui va en sortir. Mais on est aussi un peu sceptique à ce niveau-là, de voir véritablement cette réunion-là consacrer des vrais progrès dans le sens de la définition de cette force, dans le sens d'une décision consensuelle. On ne voit vraiment pas. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas le Congo accepter qu'il y ait des militaires rwandais, ougandais qui fassent partie de cette force. Mais pour l'Ouganda, l'Ouganda s'est dit prêt. D'ailleurs, nous avons interviewé le ministre ougandais des Affaires étrangères. L'Ouganda se dit prêt à faire partie de cette force. Si une demande formelle lui était faite, il n'y a pas de problème. Mais du côté du Congo, ce n'est pas très bien. C'est pas très bien. Déjà, vous êtes très sceptique quant à l'issue heureuse de la prochaine réunion qui aura lieu, qui va se plancher, on l'espère bien, véritablement, sur la mise en place, la nature de cette force internationale. Mais c'est vrai que l'opinion nationale est aussi assez sceptique. Est-ce que avez-vous l'impression que les pays tels que le Rwanda, tels que l'Ouganda veulent réellement qu'il y ait une solution durable dans ce pays, qu'il y ait la fin de l'insécurité dans l'Est? Parce qu'on dirait, lorsqu'on est agresseur, c'est-à-dire que ce pourquoi vous êtes en train de poursuivre, ça vous revient en fait. Vous avez l'avantage de ce que vous êtes en train de mener comme action. Est-ce que vous allez accepter, est-ce que vous pensez que le Rwanda va accepter que les choses aillent bien, que les solutions durables soient trouvées en son absence, en mettant cette force neutre sans que le Rwanda puisse participer, puisse y prendre part? Non, je crois que la question ici, ce n'est pas de voir le Rwanda finalement, il va accepter. Non, non. À ce Rwanda-là, je crois qu'il faut lui imposer certaines choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers pratiquement la fin de cette arrogance. Tout le monde a compris que voilà, Kigali a plutôt œuvré pour la déstabilisation de la région. Tous les moyens que les Occidentaux ont mis, n'est-ce pas, à la disposition de Kigali, n'auront servi finalement qu'à déstabiliser la région. Et il est maintenant hors de question de continuer dans cette logique-là. C'est comme ça qu'on peut interpréter les sanctions qui viennent de part en part. Mais seulement, je crois que ce n'est pas encore suffisant. Il faut continuer à faire pression sur ce Rwanda-là. Il faut continuer à imposer des sanctions. Je crois que ce qui est fait, c'est déjà quelque chose. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il faut continuer. Il faut maintenir la pression. Et peut-être que là, ce Rwanda-là va finalement fléchir. La question n'est pas de les considérer comme ce petit enfant avec tous ses caprices. Alors finalement,
acceptera-t-il ou pas, ainsi de suite. Il faut le mettre dans la position de quelqu'un qui doit absolument accepter d'arrêter de déstabiliser la région, d'arrêter de déstabiliser le voisin. Le Rwanda est un pays voisin à la RDC. Les deux peuples sont contraints de vivre ensemble. Ils sont là, ils vivront toujours ensemble. Le Rwanda ne va pas se déplacer. Mais le Rwanda, le régime en place du moins, doit comprendre que l'heure n'est plus à chercher à déstabiliser le voisin. L'heure est à la coopération, l'heure est à la reconstruction. L'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a accusé beaucoup de retard. Aujourd'hui, on pense à une Afrique réunis, pourquoi pas les États-Unis d'Afrique, une Afrique véritablement fédérale, où les personnes peuvent circuler, les biens peuvent circuler sans trop de barrières, où on peut finalement arriver à ce développement tant rêvé. Mais quand on a au sein de cette Afrique des gens qui ont ce genre de projet, on ne peut pas y aller loin. C'est difficile d'aller loin. Et on sait que depuis l'époque du Zaïre, l'époque de Mobutu, le Rwanda a toujours souffert de ce complexe d'infériorité et a toujours voulu jouer le leadership en Afrique des Grands Lacs, dans l'Afrique des Grands Lacs. Est-ce que vous pensez que la RDC a des fortes chances que, si pas aujourd'hui, demain ou après-demain, je vais pouvoir jouer un grand rôle au sein de la région des Grands Lacs en termes de leadership? Parce qu'on voit la RDC qui cherche le leadership, le Rwanda qui se targue déjà d'avoir ce leadership-là au sein des Grands Lacs, et l'Ouganda aussi qui veut jouer un certain rôle assez prépondérant au sein de la région des Grands Lacs. Est-ce que la RDC a des chances de survivre en termes de leadership? Pays grand, pays riche, pays aux immenses potentialités. Est-ce que vous avez cette chance-là de pouvoir vraiment nous sortir de l'eau? Je crois que la RDC, naturellement, c'est les leaders de la région. Naturellement. Mais il est vrai qu'on a perdu un peu de notre valeur, on a perdu un peu de notre poigne à cause de tout ce qu'on a connu comme mégestion. Nous avons travaillé pour fragiliser ce pays. Les régimes qui se sont succédés n'ont pas pensé à faire de ce pays un État fort. Aujourd'hui, moi je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je suis journaliste, tout simplement observateur. J'observe par exemple, à la réunion de Kampala, que la RDC commence à faire porter sa voix, n'est pas prête à accepter n'importe quoi. C'est déjà bon dans la position de quelqu'un qui est appelé à jouer le rôle des leaders. Donc, même sur une terre qui ne vous est pas forcément favorable, parce qu'on l'a dit ici, l'Ouganda est un allié naturel du Rwanda, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes peuples, ils sont tellement proches que, ben voilà, on les voit clairement épouser le point de vue du Rwanda. Hein. Il nous a été soufflé par certains experts congolais qui étaient dans la salle de discussion, que quelquefois, quand les experts rwandais ne parlaient pas, les experts ougandais parlaient à leur place. Hein, voyez-vous? Donc, il y a tout ça. Mais le fait que le Congo, en dépit de tout cela, fasse front, là-bas à Kampala, et fasse valoir son option, jusqu'au bout, on précise, jusqu'au bout, et de pousser tous ces gens-là à considérer son option, même si à la fin, ils s'entêtent, ils s'obstinent à ne pas accepter ce que la RDC propose, mais on est quand même en train de relever la tête. Et là-dessus, je pense que maintenant, il faut travailler sur ce leadership. Et ce leadership a besoin du concours, finalement, de tout le monde, du peuple. Hein, il faut que l'on puisse accompagner ce leadership-là, finalement. Moi, je considère que cette question du Kivu, de la guerre au Kivu, c'est une question d'intérêt national. Et là-dessus, les clivages politiques ou politiciens devraient pour une fois se taire, devraient pour une fois laisser place à l'unité. Oui. J'ai salué le groupe consultatif. Je vais te laisser parler. Oui. Il y en a qui pensent que la question du Kivu, l'insécurité dans la partie Est, c'est une affaire du gouvernement, c'est une affaire de Kabila, ce n'est pas une affaire du peuple congolais. Bon, on se réfère très souvent, hein, les gens qui parlent, ils se réfèrent à l'AFDEL qui est venu avec le Rwanda, avec les militaires ougandais, burundais, pour essayer de chasser Mobutu du pouvoir. Ils ont réussi. Et partant, comme c'est Kabila le père qui a chassé Mobutu du pouvoir, le fils, il prend la tête du pays, on se dit, bon, la question du Kivu, la question du nord Kivu, du sud Kivu, bon, c'est une question des Kabila, c'est une question de l'AFDEL, c'est une question du régime actuel
et on s'en fout, on ne veut pas y penser. Oui, c'était pour rejoindre un peu ce que vous étiez en train de dire. Justement, c'est une erreur d'analyse. C'est une erreur d'analyse que de réfléchir comme ça. Parce que les Rwandais, eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Quand c'est la question du Rwanda, mais c'est le Rwanda. Tout le monde est mobilisé. Mais justement, il y a des équipes qui sont là, ils étudient la question ensemble, ainsi de suite. C'est là, comme je disais tout à l'heure, que je saluais la décision de mettre sur pied un groupe consultatif où on a les différentes sensibilités qui réfléchissent autour de la question. Mais Patrick, je suis contraint de t'interrompre. C'est vrai que le Rwanda est mobilisé. C'est vrai que le Rwanda, quand il y a une question, les gens en parlent. Mais on remarque qu'au Rwanda, il y a des questions qui se parlent, qui se discutent au niveau de leur Assemblée nationale. Ici, dès qu'il y a un problème qui concerne le Kivu, on décrète quoi? Un huis clos. Mais qu'est-ce que le Congolais ne sait pas du Kivu? On sait tout. Nous savons tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire à la télévision, mais que nous savons, que beaucoup de Congolais savent. Mais nous savons certaines choses. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème qui concerne le Kivu? On décrète un huis clos. C'est un petit groupe qui parle. On se réveille un matin, on apprend que le ministre de la Défense se trouve à Kigali. Il revient, le rapport, on ne sait pas ce qu'il en est. Mais là, pour une fois, Patrick Tchamala a été convié à assister au sommet de Kampala, tel journaliste de telle chaîne a été convié. Et là, on sent quand même une volonté du gouvernement de pouvoir faire en sorte que ce qu'on appelle la transparence puisse, n'est-ce pas, être de mise dans la question de l'Est. C'est une bonne chose parce qu'une fois que vous avez la population, vous avez le soutien du souverain primaire derrière vous, vous pouvez avancer facilement. Et nous avons vu la communauté internationale qui a condamné le Rwanda et cette avalanche de condamnation parce que quelque part aussi, à l'interne, il y a la population qui a pesé de tout son poids et ça a été un signal fort. C'était pour rejoindre ce que vous disiez. Oui, absolument, Adam. Je ne sais pas pourquoi dans ce pays, les gens ont peur de la communication. Parce qu'on voit que le mauvais côté de la communication, alors que la communication vous offre beaucoup d'avantages, notamment quand on est gouvernant, quand on est dirigeant. Justement, ça vous épargne de questions relatives à la rumeur. N'est-ce pas? Ça vous permet d'être le plus transparent possible. Il est vrai qu'il y a des questions qui peuvent être classées secret défense, okay? Mais tout n'est pas secret défense. Il y a des choses que l'opinion doit savoir. Il y a des choses que l'opinion doit avoir l'information sur ce que ses dirigeants, qu'il a, lui, élus, sont en train de faire pour son bien-être, pour sa protection, ainsi de suite. Il y a des choses qu'il faut avoir. Le problème dans ce pays, c'est qu'on a peur de la communication. Ou tout simplement, je ne sais pas, les gens se reprochent de beaucoup de choses. Alors, ils ont peur qu'une fois le peuple au courant, voilà, qu'il soit éclaboussé. Moi, je crois tout simplement qu'une affaire comme cette guerre de l'Est, il y a un minimum d'informations qu'on devrait donner au peuple. Et la question devrait faire l'objet de discussions au Parlement. On ne devrait pas décréter un huis clos sur tout et pour tout. Je crois que, bon, sur la question de l'armement, ainsi de suite, vous pouvez nous dire, bon, écoutez, là, c'est sensible, ainsi de suite, mais il est des questions qui devaient être ouvertes à l'opinion. La population n'a pas à savoir le type d'armement que nous devons avoir. Non, mais ça, c'est peut-être pas. La stratégie militaire, ça, on ne veut pas, peut-être pas. Mais il y a des choses qu'on devrait savoir. Là, vous êtes en train de dire que nous avons été à Kampala, pour une fois, justement, parce que quand vous avez les journalistes avec vous, quand vous avez les médias avec vous, et qui comprennent les choses, nous sommes allés à Kampala, on ne nous a pas remis un rang. Les gens peuvent penser, oh ben voilà, ils sont allés là-bas, certainement, l'heure de... Non, aucun rang, Adam. Nous sommes allés faire notre travail de journaliste, avoir l'information à la source, observer les choses, entendre les discussions des couloirs, voir un peu comment ça se passe, dans quel climat se déroulent les négociations. Et là, fort de tout cela, on peut mieux informer l'opinion, mieux la former aussi. Mais quand on entoure tout ça de secrets, quand on en fait des histoires mystérieuses, réservées à quelques initiés, ainsi de suite, la conséquence c'est quoi? C'est que l'opinion, bon, fait son interprétation. L'opinion se dit, bon écoutez, ok, version de la rumeur, ces gens-là, ce sont des complices, nous savons, ainsi de suite. Il y a une photo qui a circulé notamment sur Facebook, une photo où vous avez les chefs d'État, tous ceux qui étaient là en tout cas, les 5 chefs d'État, réunis en train de rigoler. Quand vous ne communiquez pas, et l'opinion n'a que ça, elle voit cette photo-là sur Facebook, ces gens-là, qui n'ont pas réussi à trouver une solution, mais ils étaient en train de rigoler entre-temps. On pense alors tout droit à la complicité. Mais non, écoutez,
les gens, dans une négociation, ce n'est pas des ennemis au point d'en venir aux mains. Et donc, personnalité publique, une question, voilà. Une histoire peut s'être racontée et puis tout le monde peut sourire. Hein, celui qui anime les débats peut essayer d'égayer un peu l'assistance et ça peut, n'est-ce pas, pousser les autres à esquisser un sourire. Là n'est pas le problème. Mais quand vous avez les médias, quand vous permettez à l'opinion d'avoir l'information avec, notamment les leaders d'opinion, avec les médias, ainsi de suite, tous ces problèmes-là peuvent trouver de l'éclairage et toute mauvaise interprétation peut, n'est-ce pas, être contredite par ceux qui étaient sur place, par ceux qui ont vécu les choses. Envoyé spécial de Télé 7, je rappelle que vous avez également fait des papiers pour le groupe de presse, en fait, pour tout le groupe de presse potentiel, Radio 7, Télé 7, mais également pour le quotidien de potentiel. Mais est-ce que vous avez eu quand même à un certain moment à partager avec certains confrères journalistes rwandais ou ougandais? Est-ce que vous avez eu à échanger, à parler de la question de la sécurité dans le Nord Kivu? Si oui, quelle est leur interprétation ou leur analyse de la situation dans le Nord Kivu? Alors, d'abord, pour parler de l'Ouganda, ce que nous n'avons pas aimé, c'est que finalement, la presse ougandaise ne s'est intéressée à la question que lorsqu'il s'est agi de l'ouverture du sommet des chefs d'État, parce que leur président devait être là, tous les présidents sont là, ben on voit la presse ougandaise un peu s'intéresser à la question. Mais porter l'affaire comme nous autres journalistes congolais l'avons fait, non. Mais au moins nous étions en contact, notamment avec les confrères du Rwanda. Du Rwanda. Il n'y a pas de problème que nous discutons entre journalistes quand on est rwandais, congolais ou quoi. Nous sommes tous journalistes. Le problème, c'est au niveau du régime de Kigali. Mais le Rwandais, le pauvre journaliste qui est là, qui a peut-être les mêmes problèmes que moi, un journaliste congolais, il n'a que faire. Et lui, son analyse, c'est que finalement, il ne veut pas de la guerre. Lui non plus ne comprend pas tout dans ce qui se passe. Il se pose des questions. Il est là, lui aussi, pour découvrir ce qu'il y a exactement. Mais bon, il est de bonne guerre qui soutiennent d'abord son pays. Ça, c'est de bonne guerre. Mais ce sont des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec ce que fait le régime, parce qu'eux non plus ne maîtrisent pas toujours les tenants et les aboutissants. Donc, nous avons eu des contacts avec la presse ougandaise, rwandaise, mais aussi la presse internationale, parce qu'il faut reconnaître, et ça c'est ce qui est dommage, c'est qu'à ce genre de rencontre, vous remarquez que la presse est vraiment mobilisée au niveau international. AFP, je ne sais pas moi, encore, RFI, France 24, les médias internationaux sont très présents. Mais les médias congolais, c'est à peine qu'on les voit. Et encore que, bon, cette fois-ci, on était quand même, bon... oui, ce sont des médias qui ou deux médias, tout simplement. Ce sont des médias qui ont des grands moyens et ils Absolument. payent le déplacement de leurs propres journalistes. Oui, d'accord. Alors ici, comme les médias n'ont pas... Ici, comme les médias n'ont pas les moyens, il appartient, n'est-ce pas, au gouvernement d'essayer d'appuyer les médias. Parce que finalement, c'est à votre avantage. Oui, ça permet, n'est-ce pas, de lutter contre la rumeur. Ça permet de mettre à disposition du peuple, de l'opinion en tout cas, la vraie information. Et ça vous coûte quoi que d'appuyer les médias pour aller avoir l'information, la vraie, sur place? Ça coûte quoi? Rien du tout, je pense. Je pense qu'on va mettre fin à l'émission, mais juste une dernière question pour conclure. On va revenir au sommet de Kampala. Pour ce que nous disions tout à l'heure. C'est allé très vite, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de l'émission. On va mettre un terme à cette émission, mais juste avant cette question pour terminer, la RDC n'a pas perdu, la RDC n'a pas gagné non plus, mais elle s'est bien comportée lors de ce sommet de Kampala. Parce que face à l'Ouganda, face au Rwanda, l'Ouganda et le Rwanda, il faut bien le dire, ont fait bloc. Les deux avaient des positions assez similaires qui se ressemblaient assez souvent. Mais la RDC, qui n'a pas voulu tout avaler, tout gober, est restée. Elle a campé à sa position jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles leçons tirer de cette attitude? Oui, il y a eu des progrès dans la manière de négocier certaines choses sur le plan international. Votre attitude, votre analyse sur cette attitude de la RDC? Non, mais je crois que la RDC est en train de jouer son rôle. Les représentants de la RDC à ce genre de négociation
sont en train de prendre conscience, mais je crois aussi que c'est, il faut prendre en compte également l'action de l'opinion. Les gens se sont levés, les gens se sont dit, bah, écoutez, mais on a quel genre de représentants là-bas? C'est quelle diplomatie là-bas où on fait toujours profil bas, où on est prêt à accepter n'importe quoi, ainsi de suite. Je crois que tout ça joue en tout cas sur la manière d'agir. Et je crois que nous sommes en train de nous relever, nous on est sur le bon chemin. Et je crois que la RDC n'avait pas que ce sommet-là pour résoudre la problématique de l'Est du pays. Je crois que la RDC a prévu un plan A, un plan B, pourquoi pas un plan C, un plan D. Okay? Justement, le sommet on peut peut s'étendre sur accoucher. les plans. Oui. Le sommet de Kampala peut accoucher d'une souris. Ça peut être un échec, mais au moins, la RDC ne s'est pas laissé faire. Ça, c'est déjà une chose. On est sorti la tête haute. Ça, c'est déjà une chose. Et on voit que le Rwanda est petit à petit en train de perdre un peu les pilares. Et ça, c'est également une deuxième bonne chose. Et la RDC n'a pas que la CIRGEL. À défaut de la CIRGEL, il y a la SADC qui est là. Il y a autant de mécanismes auxquels la RDC peut recourir pour résoudre cette question-là. Le chef de l'État a dit dans son interview qu'il avait 3 options qu'il proposait, lui, l'option diplomatique, militaire et politique. Donc, il y a tout ça. Il ne faut pas, moi je ne désespère pas en tout cas, mais je ne suis pas en train non plus d'entretenir un optimisme béat, notamment sur les négociations qui vont se poursuivre dans le cadre de la CIRGEL. Je voudrais vraiment voir les alliés de la CIRGEL démontrer leur bonne foi. Je n'ai pas vu ça jusque-là. Hein? En tant que journaliste, en tant qu'observateur, je n'ai pas vu l'Ouganda, je n'ai pas vu le Rwanda manifester de la bonne foi, alors Patrick. Que ça compte beaucoup hein, au niveau de négociations internationales, Patrick, la bonne foi. Malheureusement, Patrick, on n'est pas encore là, alors moi je suis un peu... Patrick, c'est dommage, en politique, c'est pas la bonne foi qui compte. La politique, ce sont les intérêts. En politique, ce sont les intérêts économiques, les intérêts financiers, les intérêts politiques aussi. Donc, parler de la bonne foi, est-ce que ces acteurs, est-ce que ces pays voisins, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, vont faire preuve de bonne foi? On voit bien que là, ce sont les intérêts qui priment. Comparativement. Fort malheureusement, non, puisqu'il y a un pacte qui a été signé, un pacte de stabilité, tout et tout, voilà, qui a été signé par tous les États membres de la CIRGEL. Alors, si on n'est pas prêt à accepter ce pacte, pourquoi demeurer dans une organisation? Là, c'est la question. Beaucoup de documents ont été signés qui ne sont toujours pas respectés. C'est dommage. C'est dommage pour l'Afrique, en tout cas l'Afrique des Grands Lacs. Entre-temps, vous avez les rebelles du M23 qui se trouvent à quelques 30 km de la ville de Goma et ils sont en train de mettre en place leur administration, d'enraciner leur pouvoir et ils continuent à recruter les jeunes dans leur rébellion, ce qu'a même dénoncé la MONUSCO. Voilà, en tout cas, Patrick, nous te disons merci pour cet éclairage, pour cette analyse également de la situation que tu as si bien brossée. Ça a permis à nos téléspectateurs de pouvoir avoir la quintessence de ce qu'a été ce grand sommet des pays de Grands Lacs, mais aussi on a compris l'attitude, le comportement des négociateurs congolais, de la partie congolaise qui a assisté à ce sommet. Merci beaucoup et on espère que vous serez encore demain ou après-demain dans toutes les rencontres qui sont prévues, pas seulement nous-mêmes, les autres aussi. Bien sûr, d'autres confrères qui sont prévus pour pouvoir venir expliquer aux téléspectateurs ce qu'il en est exactement. Merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale du débat de la semaine. S'il ne part pas pour un autre sommet, il va reprendre son émission Patrick Chamala, je crois, de la semaine prochaine, à condition qu'il ne parte pas, qu'il reste une comme ça. Bon, merci et bonne soirée.